Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes très attendu à Davos. Il fut un temps où il y avait une certaine méfiance entre la gauche française et l'économie à Davos. C'est fini. Oh, c'est fini depuis longtemps. Hein. Davos, c'est un rendez-vous pour parler d'économie, bien sûr, avec les chefs d'État, les chefs de gouvernement présents, les chefs d'entreprise, surtout qui viennent du monde entier. C'est aussi un rendez-vous, un carrefour tout à fait essentiel de réflexion sur les grands problèmes du monde aujourd'hui, de l'environnement, en passant par le risque terroriste à la crise des réfugiés. Donc c'est un endroit où il faut être. Le président de la République, François Hollande, y était il y a un an. Le chef du gouvernement y est aujourd'hui. Non, il n'y a pas de problème entre la gauche, l'économie et l'entreprise. C'est des débats. Et Davos, ce sont des débats anciens, dépassés. Vous rencontrerez notre président, M. Schneiderman. Il est très loin, a priori, du modèle français, hein, très peu étatiste, l'industrie, l'apprentissage, au moins que les grandes études, décentralisation. Ce modèle suisse, hein, les pays sont toujours prétentieux, hein, ils ont l'impression d'être un modèle. Il vous inspire? Non, il y a beaucoup de réussite dans la Suisse. Vous savez, j'ai une affection plus personnelle pour la Suisse. Je n'oublie pas que ma mère est tessinoise et catalane, donc c'est un beau mélange. Je garde de beaux souvenirs de la Suisse, mais modèle étatiste, moi je ne suis pas un étatiste. Je pense que dans la construction nationale française, l'État, les services publics, les collectivités territoriales ont pris une place tout à fait essentielle, mais un État doit être stratège. Trop de place dans le passé. Je ne crois pas. Il y a une demande très forte. Vous voyez, quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, nous y reviendrons, on a besoin d'un État fort. Mais il faut un État efficace, stratège, qui dépense moins et qui soit là au rendez-vous pour la protection et la solidarité. Et puis l'économie, l'entreprise, l'apprentissage, oui, là on peut s'inspirer sans aucun doute du modèle allemand ou du modèle suisse. Un mot sur l'étatisme. On évoquait tout à l'heure le souvenir de De Gaulle. Il hante ces lieux, on est à Matignon, toute cette grande histoire où l'État, pour les Français, c'est si important. Pour nous autres Suisses, c'est souvent une force qu'il faut savoir modérer. Est-ce que vous révisez cette idée de l'État roi? L'État républicain, l'État ne peut pas s'occuper de tout, encore moins d'économie, même s'il peut encore avoir un rôle d'impulsion. Je pense notamment à travers la fiscalité qui doit baisser pour les entreprises comme pour les particuliers. Mais vous le disiez vous-même, chaque pays, chaque nation a sa propre histoire. La particularité de la France, c'est que l'État s'est bâti avant même la nation. Donc il ne faut pas l'oublier. Monsieur le Premier ministre, la Suisse, comme la France, a été endeuillée lors des attentats de Ouagadougou. On est décidément dans le même combat. Vous avez été parmi les premiers à assumer autant le mot de guerre. Oui, nous sommes d'une certaine manière, faisons attention bien sûr, mais dans une guerre mondiale, ou plutôt le terrorisme nous mène une guerre dans le monde entier. Le Burkina Faso, je salue évidemment et je m'incline devant les victimes de toutes les nationalités, suisses, françaises, du Burkina Faso aussi d'abord. Mais quelques jours avant, il y avait eu des attentats à Jakarta, en Indonésie, à Istanbul, en Turquie. Nous avons tous en tête les attentats de Tunis, du Danemark. Dans le monde arabo-musulman, partout, tous les jours, il y a des attentats. C'est, la Troisième Guerre mondiale. Il y a eu celle gagnée contre les nazis, contre les soviétiques. Est-ce qu'on peut employer ce mot de Troisième Guerre mondiale? Je fais attention aux théories peut-être trop faciles. Mais oui, nous sommes dans un monde globalisé, et parfois pour le meilleur, sur le plan économique, sur le plan des échanges et des communications. Nous le disons souvent, la planète est un village. Nous pouvons d'ailleurs, grâce à une nouvelle gouvernance mondiale, avoir des succès incroyables comme celui de la COP21, c'est-à-dire la préservation de la planète, de notre espèce, de l'espèce humaine. Mais oui, dans ce monde globalisé, il y a une guerre, et nous sommes dans une guerre mondiale contre le terrorisme, parce que le terrorisme lui-même s'est mondialisé. C'est cette guerre que nous devons mener face à une idéologie totalitaire qui veut nous anéantir. Nos valeurs, pas les valeurs occidentales seulement, des valeurs universelles, de liberté, d'égalité entre les femmes et les hommes, de respect de la culture, de respect des croyances. Donc c'est une guerre qu'il faut mener avec les moyens d'une guerre. Nos armées et nos forces de sécurité et la justice et l'état de droit. La guerre passe par la bataille sur le terrain. Il y a l'aéroport de Genève qui est souvent cité comme un point de passage dangereux de djihadistes candidats au djihad. Pour aller ou pour revenir, on en est là. C'est pour ça que nous sommes tant battus avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour qu'on adopte ce dispositif dit PNR qui permet un meilleur contrôle
des passagers. Donc ça vaut pour toutes les grandes plateformes aéroportuaires européennes. Et, on a retiré, à l'aéroport de Genève des badges à un certain nombre de personnes. Quand on voit le nombre de radicalisés à la RATP, dans des aéroports, etc., est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de terrifiant de voir que de l'intérieur, le danger est si considérable? Il y a eu dans toute une série de grandes sociétés, services publics ou services privés, mais qui ont au fond une fonction de service public, une absence d'attention au cours de ces dernières années. Et les problèmes que l'on rencontre à Genève, on les a rencontrés ailleurs en Europe. L'effort policier est considérable, il y a eu des milliers de perquisitions, mais on voit passer des gens. On a eu le cas fameux de certains terroristes qui ont pu, parce qu'ils avaient un passeport belge, revenir dans l'espace Schengen. Il faut réformer Schengen. D'abord, il faut s'engager à 100% contre le terrorisme, au niveau national comme au niveau européen. Mais il n'y a pas de risque zéro. Ça serait mentir au peuple. Je veux rappeler qu'au cours de ces derniers mois, nous avons déjoué 6 attentats majeurs en France. C'est considérable. D'autres attentats ont été déjoués en Europe. Mais par ailleurs, il faut toujours se poser la question du passage des frontières. Et Schengen doit être réformé. Nous avons fait des réformes, des propositions pour réformer Schengen. Si nous voulons que la libre circulation des personnes puissent être assurées dans l'espace européen, il faut que la sécurité, le contrôle aux frontières de l'Union européenne soit pleinement assuré. Et c'est là où Schengen doit assurer la surveillance par des gardes-frontières européens, par des contrôles systématiques aux frontières de l'Union européenne, comme il faut par ailleurs des centres d'accueil et d'enregistrement, là nous parlons du dossier des réfugiés, dans des pays comme la Grèce, l'Italie, sans oublier l'aide que nous devons apporter à la Turquie, à la Jordanie, au Liban, qui sont en première ligne par rapport à ce défi et à la crise des réfugiés. Mais il faut cela. Et en attendant, c'est pour cela que nous avons rétabli et durablement, je veux bien dire durablement, le contrôle aux frontières, les nôtres. C'est vrai avec la Belgique, c'est vrai avec l'Allemagne, c'est vrai avec l'Italie et l'Espagne, c'est vrai aussi avec la Confédération helvétique. Quand on voit l'état d'esprit américain, où toujours le contrôle a lieu, le contrôle douanier, on en est très loin. J'ai pu venir de Genève sans montrer mon passeport, je pris l'avion. C'était vrai hier, c'était vrai le 14 novembre, juste après les attentats. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, il ne faudra pas renoncer à ça? Il faut être attentif, parce que c'est le projet européen qui est en cause. J'en parlerai à Davos, dans le cadre d'une table ronde. Pour dire autrement les choses, je pense que le projet européen est en danger. À l'échelle de l'humanité, ce projet européen, au sens général, j'y mets aussi la Suisse, bien évidemment, est un projet incroyable. Nous avons réussi à faire la paix après la Deuxième Guerre mondiale, à réconcilier la France et l'Allemagne, à accueillir les pays du Sud qui sortaient des dictatures, à accueillir les pays de l'Est qui sortaient du bloc soviétique, à créer une monnaie. Vous comprenez ceux qui n'y croient plus, beaucoup de Suisses, beaucoup d'Anglais aujourd'hui, ils vont voter bientôt. Oui, mais même vous les Français, comprenez? je n'oublie pas qu'il y a eu un vote il y a des ans contre une réforme constitutionnelle, contre l'idée d'une constitution européenne. Mais si le projet européen se disloque, nous serons plus faibles. Nous avons besoin aujourd'hui, pas de moins d'Europe, mais de plus d'Europe, mais à condition que l'Europe soit capable de répondre aux grands défis. Le défi des réfugiés, bien évidemment. Là, elle joue d'une certaine manière son avenir. Et le défi terroriste, parce que là, il en va de notre sécurité collective. Si les institutions européennes, le Parlement européen, la Commission européenne, les chefs de gouvernement ne prennent pas la mesure de ce que nous sommes en train de vivre, alors oui, le projet européen, et très rapidement, peut se disloquer. La France est aux avant-postes pour faire en sorte que ce projet européen continue, se renouvelle, parfois se refonde sur tous les sujets, mais nous devons d'abord, bien sûr, c'est ma fonction, assurer la sécurité de nos compatriotes. Une des sources majeures du djihadisme, c'est la Syrie. Vous citiez Churchill dans certaines références de guerre. Churchill avait fait l'alliance avec Staline contre Hitler. Est-ce que tôt ou tard, on ne va pas admettre que Bachar el-Assad, malgré toutes les horreurs qu'il commet, est un allié, en tout cas, provisoire? Il est d'abord, en grande partie, le responsable de cette situation. Les dizaines de milliers de morts en Syrie. Staline l'était à une échelle... L'exil de son peuple, les réfugiés. Mais notre ennemi, c'est Daesh. Bachar n'est pas la solution. C'est pour cela que nous voulons favoriser des discussions politiques, c'est ce qu'on appelle le processus de Vienne, qui reprend d'ailleurs dans quelques jours, le 25 janvier prochain à Genève. Nous voulons favoriser un processus politique par un dialogue entre le pouvoir syrien et
l'opposition modérée. Parce qu'il faut toujours tenir compte des leçons du passé. Donc, il ne s'agit pas de détruire, ce qui reste d'ailleurs bien faible, de l'État syrien. À Genève, pardon, Bachar el-Assad est un interlocuteur pour vous? Mais le pouvoir syrien est un interlocuteur qui doit permettre d'avancer dans ce processus. Mais ça sera long. Mais notre ennemi, c'est l'État islamique, c'est Daesh. Et la France, de ce point de vue-là, a une position très claire, y compris par rapport à d'autres pays. Nous ne faisons pas la guerre à Bachar aujourd'hui. Nous ne faisons pas la guerre au peuple syrien. Nous faisons la guerre à Daesh, à l'État islamique et d'ailleurs aux organisations qui sont djihadistes et qui représentent un danger pour notre sécurité. Un mot sur l'Iran, qui revient dans le jeu des nations, bien davantage. C'est un allié privilégié contre Daesh. L'Iran doit participer de la lutte contre Daesh, mais aussi des solutions politiques. Je n'oublie pas que le Hezbollah et l'Iran se battent aujourd'hui aux côtés de Bachar. Je n'oublie pas la situation au Liban. L'Iran est une grande nation, par son histoire, par sa culture, par son poids économique, par son poids démographique, 80 millions d'habitants. Nous avons une relation depuis très longtemps avec l'Iran. L'Iran revient dans le concert des nations. Nous devons être vigilants, bien sûr, notamment sur le dossier du nucléaire. Nous accueillons le président Rouhani, les entreprises, mais l'Iran doit participer d'une solution pour en finir avec Daesh, mais aussi de paix, de stabilité en Irak et en Syrie. Et je n'oublie pas que nous accueillons le président Rouhani dans un moment de très grande tension entre chiites et sunnites, et pour dire les choses autrement, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et la France veut participer de la désescalade, de la détente, on aurait-nous dit il y a quelques années, de l'apaisement entre tous ces pays, parce que nous avons besoin que chacun participe et des processus de paix et de la stabilité de la région. La lutte contre le danger djihadiste au cœur de nos sociétés. Une Angela Merkel disait « il faut que les chrétiens cultivent leurs racines chrétiennes ». Au fond, pour faire barrage, il faut aussi se rappeler sa mémoire. Est-ce que vous adoptez ce discours-là? Vous savez, l'Europe et la France ont de multiples racines. Qui peut nier qu'il n'y a pas de racines chrétiennes? Ça n'aurait aucun sens. La France est un pays aussi de tradition chrétienne, catholique, qui a vu, la Suisse en sait quelque chose, l'affrontement et les guerres entre protestants et catholiques, de manière effrayante, il y a quelques siècles. C'est le pays aussi, la France, et on retrouve ça dans d'autres pays européens, qui accueille l'une des plus anciennes communautés juives d'Europe. Mais nous sommes aussi le pays qui voit l'islam comme deuxième religion de notre pays. Ça, c'est lié au mouvement de l'immigration. Nous sommes aussi le pays de la Révolution française, de la séparation entre l'État et les églises, et le modèle laïque, notamment par rapport à la question de l'islam, est tout à fait essentiel. Et l'Europe et la France, vous ne m'avez pas posé cette question, mais doivent faire la démonstration que l'islam, et moi je le crois, est compatible avec notre démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes et nos valeurs. Est-ce que vous entendez cet appel de nombreux chrétiens? On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui disent, voilà, Manuel Valls, François Hollande fêtent souvent Bon Aïd, les fêtes juives, etc., mais disent moins volontiers Bon Noël, Bonne Pâques, n'ont pas ce même souci vis-à-vis des chrétiens. Vous entendez ça? Oui, mais c'est une plaisanterie, enfin. C'est faux. Mais parce que c'est entièrement faux. D'abord, moi, je n'oublie pas que j'ai été maire d'une ville pendant 11 ans qui a la seule cathédrale construite au XXe siècle. Ça tombe bien, c'est un Tessinois, Mario Botta, qui en a été l'architecte et qui est au cœur de la ville. Si on va à côté de la mairie. J'étais moi-même présent pour le jubilé de Notre-Dame. Nous sommes très attentifs aux menaces qui pèsent sur les chrétiens. La France a été, là aussi, extrêmement active pour soutenir les chrétiens d'Orient. J'ai rencontré, moi aussi, les chrétiens de Mossoul quand je me suis rendu, il y a quelques mois, en Jordanie. Le fait religieux, un mot là-dessus, il y a une tradition française tellement laïque, vous êtes dans cette tradition-là, mais le fait que des gens soient prêts à mourir pour leur religion, à ce point-là... Le projet de mort est terrible. Mais l'homme, au XXe siècle, le XXe siècle, l'échec, le mot est faible, des grandes idéologies. Heureusement, nous en sommes sortis, qui ont amené au pire. Le nazisme, le stalinisme, ont amené des millions et des millions de morts, au nom d'une pensée totalitaire, au nom du fait qu'on pouvait changer de force l'être humain. Et on a oublié que l'être humain a besoin de sacré, sinon peut-être même de religieux. Vous êtes croyant vous-même?
Mais ça, c'est mon problème, d'une certaine manière. En Suisse, les ministres disent volontiers, hein, oui, les mais catholiques ça pour n'est les pas la hommes, tradition. Mais moi, je suis d'une famille catholique, par mon père, par ma mère. J'ai été élevé dans ce milieu-là. Je suis très respectueux. C'est ma culture. Les grands écrivains, y compris contemporains, Bernanos en passant par Bergamini ou Carlo Coccioli, qui ont beaucoup réfléchi sur toutes ces questions, là il y en a bien sûr bien d'autres, m'intéressent. Mais comme chef du gouvernement, je suis aussi respectueux des croyances des uns et des autres et je n'imposerai jamais ma croyance à quelqu'un d'autre. La migration, pendant l'année écoulée, a changé tellement de choses, hein, les perceptions aussi. Les événements de Cologne, ça a vraiment frappé les esprits. Hein. La prise de conscience peut-être que beaucoup d'hommes originaires du monde arabe et musulman ont une conception de la femme très difficile à faire changer. Ça vous a frappé? Il y a en France une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, dans d'autres circonstances, tous les 3 jours. Donc, ne donnons pas trop de leçons sur la conception qu'on peut avoir de la femme. En Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, on est... La violence sur les femmes est une réalité de nos sociétés modernes et qui touche tous les milieux. Mais ces événements-là, il a fallu des années pour attendre que la question du viol surgisse. Oui, mais bien sûr que c'est un choc. Parce que comment peut-on absorber, comment croit-on qu'on puisse absorber plus d'1 million de réfugiés et d'immigrés dans un pays en quelques mois? C'est un défi considérable que s'est donné l'Allemagne. Ce n'est pas celui de la France. Notre position, elle reste la même. Nous ne pourrons pas accueillir, je parle de l'Europe, je ne parle pas de la France, nous ne pouvons pas accueillir tous les réfugiés qui veulent quitter la Syrie. C'est pour ça qu'il faut des solutions, je vous le disais tout à l'heure, en Turquie, en Jordanie, au Liban, en Méditerranée, Madame en Merkel s'est Grèce. trompée. C'est le choix des Allemands. En bon français. Oui, mais c'est le choix des Allemands et il faut le respecter. Tradition d'accueil, de droit d'asile qui doit trouver une traduction, et puis aussi avec un projet politique, économique, démographique. Mais ça n'est pas, c'est clair, le choix de la France. Il faut faire très attention à tous les messages qui créent ces mouvements de population, parce qu'il y a un espoir. Tous ces réfugiés ont décidé à un moment de converger vers l'Allemagne, parce qu'il y avait ce message d'accueil, ou en Suède, ou au Danemark. On a été imprudent quand on leur dit « venez », alors qu'on ne pouvait pas les accueillir. Nous ne pouvons pas leur dire « venez », et encore moins « venez tous ». Nous devons accueillir ceux qui font une demande d'asile, mais il faut l'organiser avec beaucoup de méthodes. Dans une Europe qui n'avait pas les moyens d'accueillir ainsi, où il n'y avait pas de méthode, où il n'y avait pas de contrôle aux frontières, où il n'y avait pas de hotspot, comme on dit, vilain mot, de centres d'accueil et d'enregistrement en Grèce ou en Italie, avec en plus le défi migratoire qui nous vient de la Syrie, mais je n'oublie pas celui qui nous vient de l'Afrique, en passant par la Libye, des messages qui font converger, créent ces mouvements qui ne sont pas maîtrisables, posent des problèmes redoutables dans nos sociétés, et ensuite il y a le rejet de l'autre, le repli sur soi. Mais ce qui s'est passé à Cologne est d'une autre nature, c'est insupportable, il faut le condamner, il faut des mesures, mais c'est le rôle évidemment de l'Allemagne vis-à-vis de tous ceux qui ont ce type de comportement. Et quand quelqu'un arrive dans notre pays, veut s'y installer, dans nos pays respectifs, il doit tout simplement obéir aux droits et aux devoirs qui s'imposent à chacun, Manuel et Valls. aux règles de vie communes. La libre circulation, les Suisses, vous le savez, ont voté pour la réformer. Ça leur pose beaucoup de problèmes avec l'Union européenne. Vous en parlerez avec notre président. Vu les derniers mois, est-ce que vous êtes plus compréhensif à l'égard des Suisses, de cette majorité de Suisses qui a voulu réviser la libre circulation? Et vous me demandez de donner un avis sur le vote des Suisses. Moi, je suis très respectueux de la démocratie suisse, surtout qu'elle s'exprime souvent. Donc, si vous me demandez à chaque fois de m'exprimer sur le choix des citoyens suisses, je risque d'être votre invité permanent. Mais sur cette idée que la libre circulation, telle qu'elle était, telle qu'elle est maintenant, ne fonctionne pas. La libre pas. circulation, elle représente aussi des avantages pour les sûr. Suisses. Mais moi, je crois à la règle, je crois à la norme, je crois au contrôle, et je crois aussi au contrôle des frontières. Et dans la situation que nous vivons, avec la crise terroriste et le défi des réfugiés, l'idée de nation, elle est toujours là. Peut-être a-t-on cru que les nations allaient disparaître et se fondre soit dans le monde, devenu un petit village, soit dans l'Europe. Mais la force de l'Europe, c'est que c'est une fédération d'États-nations. Ce n'est pas une seule nation, ce n'est pas un seul État. Il y a des États-nations
La Suisse, la France, l'Allemagne. Et il y a des frontières. On n'a pas aboli les frontières. Mais pour que la libre circulation trouve, et je le répète, pleinement sa traduction dans l'espace de l'Union européenne ou dans l'espace Schengen, il faut un contrôle aux frontières extérieures. Sinon, c'en est fini, pas seulement de Schengen, mais du projet européen. Et ça, je ne veux pas. Mais ça veut dire qu'il faut être très exigeant vis-à-vis des institutions européennes et des États membres pour que ce contrôle aux frontières puisse se mettre en place. Et ainsi, chacun retrouvera confiance, y compris dans le principe de la libre circulation. Un socialiste en guerre, il y a quelques modèles historiques comme ça qui viennent à l'esprit. Clémenceau, Jaurès qui a une réflexion sur l'armée. Qui vous inspire? Oh, c'est difficile de trouver des inspirations particulières, mais les socialistes ou les sociodémocrates, quand ils ont dû exercer le pouvoir, ils ont pleinement assumé et la sécurité de leur pays et l'engagement en guerre. Mais c'est vrai que Clémenceau, homme de gauche, républicain, s'est rarement trompé sur ces questions fondamentales. Et protéger son pays, protéger son peuple, c'est un devoir sacré. C'est vraiment vous, hein, l'alliance entre socialisme, autorité, responsabilité. On a l'impression que ça vient de très loin. Il y a un documentaire très rare de Franz-Olivier Gisbert où votre mère témoignait. Elle parlait, mère tessinoise, elle parlait de votre tempérament d'ordre. Hein. Vous êtes un homme d'ordre dès l'origine. C'est peut-être mes parents qui m'ont appris. Mon père était un artiste peintre, tourmenté comme tout artiste, mais qui était un homme d'ordre dans sa peinture. Peut-être que cela a beaucoup joué, mais non, mais moi je pense que l'autorité, c'est une valeur. Les règles et les normes, je viens de l'évoquer, sont nécessaires, parce que sinon c'est la loi de la jungle. Et qui sont les premières victimes du désordre et de la loi de la jungle? C'est les plus faibles, c'est les plus modestes. Moi je l'ai vu dans la ville dont j'étais le maire. C'est toujours les femmes seules, les jeunes victimes du racket à la sortie d'un lycée, les ouvriers dans les quartiers populaires qui sont les victimes de l'insécurité qui se rajoute à d'autres problèmes, le chômage ou la précarité. Donc non, je suis un homme d'ordre parce que je pense que l'ordre doit régir la société. Et la démocratie, là aussi, ce sont des règles, parce que sinon, c'est le plus fort qui s'impose. Les anecdotes sont souvent révélatrices des hommes. Hein. Votre mère, dans le documentaire dont je parlais... C'est le regard d'une mère. Racontait que la nuit, vous vous releviez pour mettre vos chaussons bien droits. On est dans le détail, là. Ça vous révèle? Je ne sais pas, j'espère qu'il y a d'autres choses qui me révèlent que la manière dont on met ces chaussons. Non, mais moi j'ai toujours besoin... Non, j'ai toujours besoin... Oui, mais peut-être, il suffit parfois de voir... Vous savez, j'ai vu le bureau de Clémenceau dans des photos, c'était un grand désordre qui régnait. Le plus important, c'est d'être en ordre dans sa tête, dans son esprit. Vous citiez votre père, il y a dans cette maison un portrait de vous, par lui, qui est... dans le domaine public, on peut tous le voir sur un tas. Quand vous regardez ce portrait, vous êtes adolescent, quelle réflexion vous vient? C'est le rapport à mon père, là, qui s'est construit sans doute à travers ce portrait. Mon père est mort il y a quelques années, et c'est le regard d'un artiste sur un adolescent. C'est une peinture tout à fait remarquable, très belle. Ce portrait n'est plus dans mon bureau. J'ai gardé un autre tableau de mon père, qui est... des paysages du Tessin, comme ça je garde aussi cette relation avec mon père, avec ma mère et avec le pays d'où est originaire ma mère. Non, mais on a tous besoin de se construire, hein, les uns et les autres, un responsable politique comme un journaliste, comme n'importe quel citoyen. Il y a une part en vous espagnole, une part suisse-italienne, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente beaucoup de souvenirs, elle représente... le lien avec ce canton tessin, mais aussi de longs séjours à Zurich ou à Neuchâtel. C'est des souvenirs d'enfance. L'épopée de mon grand-père maternel, qui a passé la plupart de sa vie en Afrique, en Sierra Leone. Le talent de mon oncle, Aurelio Galfetti, un grand architecte suisse. C'est tout cela, bon, mais vous savez, c'est ça qui est merveilleux quand on est français. C'est qu'on peut avoir des origines très différentes et on se sent formidablement français, parce que j'ai appris à devenir français grâce à mes parents, très respectueux de la France, grâce à l'école publique française, grâce à l'histoire, aux grands écrivains de ce pays, depuis toujours, grâce à la langue. Vous êtes très populaire, plus populaire que votre président. Ça peut être embarrassant? Non, pas du tout. Il faut que... C'est jamais une bonne chose. Non, parce que je suis dans un rapport extrêmement
loyal, de grande confiance, de travail commun, quotidien avec le président de la République. Je fais vivre les institutions avec lui. Ce qui compte pour moi, c'est l'efficacité. Vous savez, dans un moment où il y a tellement de distance dans tous les pays entre les citoyens et leurs responsables politiques, une très grande défiance. Moi, mon rôle, c'est, au nom de l'ordre, c'est de bien faire fonctionner les institutions. Au-delà de la cuisine politique, vous savez que l'Europe a le regard fixé sur la France avec le Front National qui a atteint un tel score. S'il se vérifie que vous êtes la personne capable d'empêcher, de faire barrage au Front National, est-ce que tôt ou tard, vous ne devrez pas y aller? Mais allez où allez où? Je vois bien votre question. La présidence de la République. Non, il y a beaucoup de gravité. Parfois, dans mon expression, on me dit mais il ne sourit pas suffisamment. Le sujet n'est pas là, ce n'est pas un problème personnel. Vous vous rendez compte, nous sommes dans cette guerre, le terrorisme, des attentats évités, mais d'abord, malheureusement, des attentats en janvier, en novembre 2015. Des dizaines de morts, des centaines de blessés. La peur qui s'est installée en France et en Europe. La crise des réfugiés. Des défis pour notre pays, défis environnementaux, défis écologiques, réussir les transitions écologiques ou numériques. Ce sont l'avenir de l'Europe qui peut être fracassé par tous ces problèmes-là. Donc, et la montée du populisme en France et en Europe, mettant en cause un certain nombre de principes fondamentaux auxquels je crois et qui sont attachés à la France. De mauvaises solutions, sortir de l'euro, fermer les frontières, désigner toujours en permanence l'autre, en l'occurrence le juif ou le musulman, comme le responsable. Ça rappelle, même si l'histoire ne se répète pas jamais exactement, les pires moments de notre histoire. Donc faire reculer le Front National et faire vivre les valeurs républicaines et démocratiques, ça c'est un engagement d'une vie. C'est mon engagement et moi j'irai toujours pour les valeurs de la démocratie et contre l'extrême droite. Et le président de la République, François Hollande, a démontré que dans les moments les plus difficiles, face aux attaques terroristes, il était là, il incarnait l'État, il incarnait l'autorité, et moi je suis là pour l'aider. Mais d'une certaine manière, mon rapport à la politique a changé depuis le mois de janvier. J'ai essayé de l'illustrer d'ailleurs dans une petite publication de mes discours. L'exigence, parce que cette exigence, elle s'impose à moi, c'est celle des Français, et moi je veux être à la hauteur de cette exigence. Les anniversaires Mitterrand en 2016, cet homme qui a pu séduire de la droite à la gauche, être allié des communistes, qui a pu ouvrir tellement le spectre, est-ce que vous y retrouvez? C'est un stratège politique, donc il faut toujours regarder un stratège politique. Moi, je crois que très important... Je veux dire, il y a des côtés de droite chez vous, visiblement, aussi, je veux dire, vous n'êtes Mais pas... chez chacun d'entre nous, il y a... on n'est pas fait d'un bloc. Moi, ma famille, c'est la gauche. J'ai toujours été engagé à gauche, toujours, en permanence. Mais je ne considère pas qu'être de droite, c'est une insulte. Je ne suis pas sectaire. Il y a une demande d'ordre, il y a une demande d'autorité. Je crois que ce sont des valeurs de gauche et pas forcément de droite. C'est quand même sous mon gouvernement et sous la présidence de François Hollande qu'on a augmenté le nombre de policiers, de gendarmes et de juges, alors que sous la présidence de Nicolas Sarkozy, on les avait baissés. Donc vous voyez, ces concepts, parfois, ils peuvent changer. Dernière question, Monsieur le Premier ministre. Cette émission passe sur TV5 Monde aussi. Beaucoup de Français hésitent beaucoup quand on leur demande est-ce que la France est toujours une grande puissance, une moyenne puissance, une puissance déclinante? Vous entendez ce Oui. bruit qui revient régulièrement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est une grande puissance. Une grande puissance. D'abord parce que c'est l'histoire qui nous l'a conféré ainsi. Je le dis modestement, bien évidemment, sans aucune morgue. C'est une grande puissance. Nous sommes membres du Conseil, nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous possédons l'arme nucléaire. Nous sommes une diplomatie qui compte dans le monde. On l'a bien vu, une armée qui est capable, peu de pays peuvent le faire en Europe, de se projeter en Syrie, en Irak, au Mali, de défendre nos intérêts à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous sommes une grande culture, une grande langue, le français, ce qui nous permet cette discussion, et parlée par des dizaines de millions de personnes. Et nous restons une grande économie. Rendez-vous compte, 66 millions d'habitants, et nous restons la 5e ou la 6e puissance économique, industrielle et agricole du monde. Non, il faut être fier, mais évidemment, pour garder ce rang, il faut se réformer ce plan économique en profondeur. Monsieur le Premier ministre, merci. Vous parlez catalan, j'imagine, et italien, Suisse italienne. Buonasera. Merci, Monsieur le Premier ministre.